Christophe Ventura, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste de l'Amérique latine. Vous êtes l'auteur de Géopolitique de l'Amérique latine qui est sorti l'an dernier aux éditions Erol. Alors aujourd'hui, l'idée c'est de parler de Lula, qui donc a été réélu l'année dernière face à Bolsonaro, qui a repris le pouvoir officiellement depuis le 1er janvier et qui se présente aujourd'hui un peu comme une sorte de faiseur de paix, de messie. On l'a vu partir en Chine, reçu par Xi Jinping. C'était étonnant puisque c'était une semaine après le voyage du président français. Et on avait l'impression que ce voyage était finalement presque plus important que le voyage du président français. Il y avait quelque chose il y avait une sorte de présence comme ça de Lula qui donnait cette impression qu'aujourd'hui le Brésil est inévitable, est une puissance importante. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui Lula n'est pas cet homme qui se considérerait peut-être, dans le cadre de la géopolitique internationale, comme un homme providentiel? On le voit, il est très très bien vu en Inde, il est très bien vu aux États-Unis, très bien vu en Chine, il est très bien vu en Occident en général. Qui est le Lula d'aujourd'hui par rapport à celui qui est arrivé au pouvoir il y a une vingtaine d'années? Le Lula d'aujourd'hui, donc de ce troisième mandat qu'il effectue, ce qui est historique dans l'histoire politique brésilienne, le Lula d'aujourd'hui, c'est un président qui a décidé, et il avait annoncé la couleur d'ailleurs pendant la campagne électorale au Brésil, c'est son expression, de organiser le retour du Brésil sur la scène internationale. Je crois que ce troisième mandat pour lui est certainement même presque plus important en matière de politique étrangère qu'il ne l'est en matière de politique intérieure, parce que sur le plan intérieur, on en parlera certainement, mais les difficultés vont être nombreuses, les obstacles très sérieux pour Lula. Ses marges de manœuvre seront assez limitées. En revanche, et c'est je crois ce qu'il veut faire, parce que ce sera probablement son dernier mandat aussi, il veut marquer ce moment-là par le fait d'avoir été celui qui a remis le Brésil en selle au niveau international, à la hauteur des ambitions du Brésil, qu'il a toujours eu depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire effectivement de faire du Brésil non seulement une puissance régionale, c'est la première pour l'Amérique latine, non seulement une puissance du Sud, c'est déjà le cas aujourd'hui et le voyage en Chine l'a illustré, mais de faire du Brésil une puissance qui est dans le club des principales puissances mondiales, capable de s'impliquer, capable de donner son avis, capable de peser sur l'ensemble en fait des dossiers qui constituent la vie internationale, et c'est ça que veut achever, mettre en place Lula pendant les 4 années qu'il va avoir au pouvoir. C'est tout à fait son objectif, c'est même je pense son objectif prioritaire. Mais au départ, quand il est arrivé au pouvoir il y a une vingtaine d'années, donc la première fois, effectivement ces relations internationales étaient très importantes, mais c'était surtout pour tenter de faire exister un peu plus le Brésil qu'il n'existait auparavant, donc notamment dans le cadre économique, en particulier dans le cadre économique. Aujourd'hui, l'impression que donne Lula, c'est peut-être plus une carte personnelle aussi. Il y a quelque chose oui, c'est ça, d'un peu, je suis peut-être l'homme de la situation, le Obama d'il y a quelques années. C'est-à-dire que au niveau international, effectivement, il a cette image, on a l'impression qu'il a l'intention de jouer sur cette image très très positive. Oui, tout à fait. Il est clair que Lula a conscience de son statut. Son statut, c'est celui d'être l'un des rares dirigeants dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, qui sont en fait populaires, qui sont en fait bien aimés, qui sont consensuels un peu partout. Lula a une bonne image, il apparaît comme un dirigeant classe mondiale en quelque sorte, et c'est vrai qu'il a l'image, même si c'est pas le même profil, la même histoire, mais il a un peu le statut ou l'image en tout cas que pouvait avoir Obama, quelque chose de positif dans un monde sombre, chaotique, nihiliste. Il apporte quelque chose de positif, il le joue pleinement comme cela, il joue quelqu'un qui veut opposer l'amour à la haine, quelqu'un qui veut opposer le positif au négatif, la démocratie à l'extrême droite, etc. Donc il va en jouer à plein, et c'est en fait ça sa carte évidemment, c'est que son capital personnel est grand, et c'est un des rares dirigeants, encore une fois, qui est simplement connu dans le monde entier. Il n'y en a pas beaucoup, c'est un des dirigeants que pas toute la planète connaît, et dans chaque pays pas toute la population, mais enfin il fait partie du paysage, du décor international, c'est un des personnages de la scène en quelque sorte internationale, et quelqu'un qui incarne quelque chose de positif, renforcé
par le fait qu'il a vaincu Jair Bolsonaro, qui incarnait à peu près le contraire, et en plus renforcé par le fait que les événements du 8 janvier, après les émeutes à Brasilia, ont en fait consolidé cette image d'un Lula positif, quelqu'un qui porte, disons, quelque chose d'une société qui essaye de s'élever, et non pas de se rabougrir, etc. Donc il joue à cela, et puis en plus, pour ça, il a quand même un boulevard, Lula. Parce que de fait, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ça fait à peine 3 mois et demi, il a déjà été reçu, où il a vu l'essentiel des dirigeants mondiaux, toutes catégories confondues, toute orientation politique confondue, de Joe Biden à Xi Jinping. Donc, et maintenant, Sergei Lavrov qui vient même là-bas, au Brésil. Donc en fait, c'est un des seuls, peut-être le seul, dont la capacité est de parler à tout le monde. Et c'est ça la carte que veut jouer Lula actuellement, mais surtout pour les mois et les années qui viennent. On a bien compris, il joue cette carte aussi pour essayer de trouver une sorte de puissance et de stabilité intérieure. Mais néanmoins, pour en revenir vraiment sur l'aspect international, il a reçu Lavrov donc lundi, il est allé voir Xi Jinping. Concrètement parlant, est-ce que Lula aujourd'hui est entendu dans le cadre du conflit russo-ukrainien? Et est-ce que ces propositions, il a fait des propositions à la Chine, il en a fait à Lavrov, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il peut être sérieusement entendu, cet homme-là? Alors, bon, déjà, Lula, il a réussi quelque chose avec cette proposition d'un groupe de pays pour la paix en Ukraine et en Russie. Donc, il faut rappeler quand même que la première personne à qui il en a parlé, c'est Joe Biden. Chronologiquement, la première fois que Lula, en dehors de l'Amérique latine, parce qu'il avait commencé à en parler là-bas, mais le premier dirigeant non latino-américain à qui il en a parlé, c'est Biden. C'était en février 2023, lorsque ce dernier l'a invité justement à Washington après les affaires de la place des trois pouvoirs de Brasilia. Lula a été donné à Biden ce qu'il voulait, c'est-à-dire montrer que Lula s'inscrivait dans le front des démocraties contre les autoritaires. Bien sûr, pour Biden, c'est pas tout à fait la même lecture et les mêmes intérêts, parce que lui, il voit la Chine et la Russie. Lula lui a donné ça, mais en contrepartie, précisément, il a demandé à Biden de s'engager ou de se prononcer sur cette question d'une négociation en Ukraine, ce que a éconduit littéralement Joe Biden. Enfin, chronologiquement, ça commence comme ça. Alors, du coup, est-ce qu'il est écouté? Est-ce qu'il a réussi? Non, il n'a pas réussi. Mais est-ce qu'il écoutait un peu plus? Ce qu'il a déjà réussi, c'est qu'il a créé un sujet, Lula, qui n'existait pas avant cette proposition. En fait, il a créé un sujet qui est en train de se diffuser. Il crée un espace autour d'une proposition, d'ailleurs, dont les contours sont pas vraiment bien précis à l'heure où on se parle. Personne ne sait bien exactement ce que ce serait que ce groupe, qu'est-ce qu'il ferait, quel mandat, quelle proposition. Ça, on n'en a pas actuellement. Mais il a créé le sujet est sur la table, dans l'espace international. Il y a donc un espace qui est créé. Et l'idée, c'est que s'y agrègent tous ceux qui veulent s'y agréger, que ce soit au niveau des États, des pays, c'est en train de se faire, mais aussi les courants des opinions publiques, j'ai envie de dire, y compris dans les pays occidentaux, qui seraient en fait d'accord, ou en tout cas qui considèrent qu'aujourd'hui il faut commencer à parler de la paix en Ukraine et non pas de continuer à attiser le feu. Donc déjà il a réussi ça. Maintenant, sa proposition, à l'heure où on se parle, elle est littéralement minorée, ignorée et même rejetée de manière assez claire par les puissances occidentales, que ce soit les États-Unis, parce qu'au finalement on accuserait Brasilia de naïveté, en gros de pas avoir la carrure pour pouvoir régler un dossier de ce type. Et puis enfin, surtout, on accuse Brasilia d'une proximité présumée trop grande de Pékin justement et de Moscou pour pouvoir prétendre être un médiateur dans ce conflit. Donc pour l'instant, la proposition elle est conduite, mais attention, ça c'est le point de vue des pays occidentaux. Au niveau des pays du Sud, pour l'instant, elle continue à être discutée. Il y a un certain nombre de pays qui se sont déclarés plus ou moins intéressés ou plus ou moins prêts à participer à un processus que les Brésiliens ne voient que comme quelque chose qui va s'installer dans le temps. Donc en fait, ce qu'ils lancent, c'est une idée, c'est une bouteille en quelque sorte, et l'idée c'est que ça prenne en marchant en fait. Et les Brésiliens n'ont de toute façon, c'est vrai, pas les moyens eux-mêmes d'imposer la paix à Kiev et à Moscou, encore moins de gérer directement ce que serait un cessez-le-feu négocié avec une occupation de l'Ukraine qui permettrait d'assurer la démilitarisation, etc. Ils sont pas capables de le faire, et d'ailleurs ils le prétendent pas. Mais en tout cas, ils ont créé le sujet.
Et c'est ça qu'ils vont essayer d'animer dans les temps qui viennent, mais il faudra voir ce qu'ils payent comme prix pour cela vis-à-vis des puissances occidentales et de Washington, qui est manifestement pas très content. Alors Washington n'est pas très content aussi parce que lors du voyage en Chine, il y a eu des accords passés, ou en tout cas des négociations passées, économiques, très fortes, financières, et où le dollar ne serait pas dans le jeu, puisque ça pourrait se faire en yuan et en monnaie brésilienne. Qu'est-ce que ça signifie littéralement, ces accords-là? Ça dépend de quel point de vue on regarde. De Washington, ça signifie une agression pour Washington. Parce qu'il est clair que la puissance américaine a deux jambes. La première, c'est son appareil militaire incomparable. Et puis la deuxième, c'est le fait que les États-Unis, c'est la dimension de l'empire américain, c'est l'empire financier, en fait, au moins aussi important que la question militaire. Et donc, les Américains ont très bien compris la manœuvre des Chinois et des Brésiliens, etc., qui est effectivement, en quelque sorte, non pas de détruire la puissance du dollar, mais de commencer à en rogner l'hégémonie et la suprématie totale, en tout cas, le fait qu'elle est quasiment, avec l'euro derrière elle, mais la monnaie internationale. Donc, en faisant un accord où en gros on dit dédollariser en fait le commerce international s'inscrit dans une démarche plus vaste qui est celle de construire des équilibres nouveaux qui sont plus favorables aux pays du Sud, qui est en fait le discours de Lula évidemment, dont Xi Jinping est très heureux. Et évidemment pour Washington c'est un signe d'hostilité, ça ne peut être que cela. Mais les Brésiliens l'assument, et ce qui embête Washington dans cette affaire, c'est que en fait ces lignes de crédit ou ces lignes commerciales en monnaie locale existent déjà. Les Chinois ont mis ça en place dans pas mal d'endroits. Alors pour l'Amérique latine, il y en a déjà. Ils l'ont déjà fait avec l'Argentine, avec d'autres pays, la Bolivie, etc. Mais le Brésil, c'est pas la même histoire. Pourquoi ? Parce que la relation commerciale entre la Chine et le Brésil, c'est tout simplement la relation commerciale la plus importante entre pays du Sud au monde. Est-ce que le Brésil est un des seuls pays, voire le seul même, où les exportations sont supérieures aux importations? Voilà. Avec la Chine. Puis le montant de la relation commerciale, en 2022, c'était à peu près 150 milliards de dollars. C'est énorme. C'est en fait la relation commerciale la plus importante entre des pays du Sud. C'est la relation Chine-Brésil. Ça dit aussi pour les Chinois à quel point elle est stratégique et importante. Et donc les Chinois n'ont pas l'intention de maltraiter les Brésiliens du tout, du coup. Alors voilà. Donc ça, pour les Américains, ce sont des éléments qui sont importants, parce que ça veut dire que les volumes aussi commerciaux qui sont en jeu et qui pourraient être échangés en monnaie yuan contre reais, la monnaie brésilienne, sont significatifs. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est pas juste, disons, de l'ornement ou du symbole. Là, on rentre un petit peu de plus dans le dur. Et pour les États-Unis, c'est vraiment un acte d'hostilité, mais qui pour les Brésiliens et les Chinois, évidemment, est lu autrement. C'est l'idée en gros de renforcer leur position dans un rapport de force commercial avec les États-Unis, qui est assumé au nom des intérêts nationaux de ces pays. Le fait que Dilma Rousseff vienne de prendre donc la direction, enfin la présidence tournante des BRICS, est-ce que cela donc influe encore un peu plus, j'allais dire augmente ce pouvoir peut-être passager? En tout cas là, les étoiles sont alignées pour Lula. Dilma Rousseff, elle a pris la présidence de la banque des BRICS. Il n'y a pas de présidence des BRICS en tant que telle. Chaque pays organise chaque année l'agenda et le sommet, mais elle a pris la direction de la banque des BRICS, qui est quand même doté de quelques dizaines de milliards de dollars et qui a bien l'intention de prêter aux pays dits vulnérables dans le monde entier. Il y en a beaucoup qui sont ultra endettés, surtout après la pandémie de Covid-19. Et d'ailleurs, dans ce club-là, les pays latino-américains, c'est ceux qui le sont le plus endettés au niveau des pays du Sud. Et donc cette banque, elle compte prêter pas mal d'argent à ces pays-là sans exiger les conditions qu'exige le FMI quand lui prête au même pays. Donc c'est là aussi une concurrence directe pour le FMI et Washington et secondairement les Européens. Le fait que cette présidence ait été donnée à Dilma Rousseff, alors ça a quelques raisons de politique intérieure brésilienne que j'évoque rapidement. C'est que Dilma Rousseff a marqué un moment assez dur de la polarisation de la crise politique intérieure brésilienne, qu'il y a pas mal elle est assez impopulaire dans le bolsonarisme, etc., en font une tête de turc, si j'ose dire, en permanence. Et donc, le fait qu'elle soit maintenant sur un mandat international de très haut niveau, c'est aussi une manière, peut-être, qu'elle soit moins présente dans la vie politique intérieure brésilienne.
De l'autre côté, le fait qu'elle soit présidente de la Banque des BRICS est évidemment pour le Brésil une gratification. Ça veut dire que dans le dispositif BRICS et le dispositif Chine, le Brésil renforce ses positions et joue un rôle qui est aujourd'hui plus important qu'il ne l'était, même qu'il ne l'a jamais été depuis le début des années 2000. C'est incontestablement ce que ça veut dire. Au niveau, donc on l'a entendu, avec les États-Unis, les relations sont bonnes, mais elles sont un petit peu, on va dire, écornées à cause de ce dont on vient de parler. Avec le reste de l'Occident, et notamment avec l'Union européenne, et singulièrement la France, quel est le rapport de Lula avec ce continent et notre pays? Spontanément, c'est de la proximité. Spontanément. Lula, son gouvernement, le Brésil en général, j'ai envie de dire la société brésilienne, le peuple brésilien a plutôt pas mal d'affection pour la France et pour l'Europe, qui est quand même toujours vue comme une zone de référence, un modèle de relative stabilité, de relative redistribution sociale, enfin le modèle de l'État social en quelque sorte, que la France incarne en premier chef, est un modèle qui reste quand même un modèle d'inspiration pour les Brésiliens en général et pour ce gouvernement particulier. Par ailleurs, les positions traditionnelles de la France, on va dire son consensus gaulo-mitterrandien en matière de relations internationales est un point de référence et un point d'appui pour en tout cas la gauche brésilienne, celle qui est au pouvoir aujourd'hui. Bien sûr, on aurait dit autre chose si on aurait commenté le gouvernement de M. Bolsonaro, mais aujourd'hui avec le retour de Lula au pouvoir, il est clair que spontanément, les positions traditionnelles de la diplomatie française sont considérées par eux comme un point d'appui et spontanément comme la possibilité d'une alliance assez large sur pas mal de dossiers. D'ailleurs, la visite de Emmanuel Macron qui a précédé celle de Lula, mais en fait c'était pas prévu comme ça puisque Lula aurait dû aller au Brésil avant, en Chine avant, il n'y est pas allé parce qu'il était malade, donc tout ça a été réorganisé, mais normalement il aurait dû y aller avant Macron. Mais justement il est allé après Macron en Chine et la vérité c'est que les propos du président Macron en Chine ont été très appréciés par le gouvernement brésilien qui considère... Quel plan? Sur Taïwan, sur le rapport général à la Chine et aussi sur l'autonomie stratégique, concept dont on attend des définitions un petit peu plus précises, mais en tout cas, comme ça, spontanément, c'est quelque chose qui parle aux Brésiliens. D'ailleurs, dans la presse brésilienne, que ce soit Lula, que ce soit son entourage, je pense à Celso Amorim, qui est son conseiller spécial aux questions internationales, dans la presse encore ces derniers jours, a évoqué en fait les propos de Macron, qui apparaîtraient, selon eux, un petit peu différents que les positions, disons, plus orthodoxes de l'Allemagne ou des États-Unis, etc., dans leur défense du précaré et de l'hégémonie des puissances occidentales. Donc c'est regardé avec intérêt. En même temps, ce qui est regardé avec intérêt, c'est ce qui se passe en France actuellement avec ce qui est quand même stupéfait. Il faut dire les choses comme elles sont par rapport à la situation sociale, à la répression du mouvement social, à tout ce qui est en train de se passer, etc. C'est quelque chose aussi qui est pas bien compris. On se demande de quelle France il s'agit. Vu du Brésil, c'est pas l'image qu'on a en général. Et on attend de la France, en fait, au Brésil, des engagements un petit peu plus précis, un petit peu plus concrets, par exemple, autour de la proposition du groupe de paix, même si la France est partie prenante d'une certaine manière dans le conflit, ce qui l'empêche, a priori, d'être elle aussi dans une médiation. Mais en tout cas, au Brésil, il est clair que si le président Macron, le gouvernement français, donnait des signes un peu, expressifs d'un intérêt d'être associé d'une manière ou d'une autre à tout ça, ce serait apprécié. Au Brésil, ça, il y a pas de doute là-dessus. Maintenant, et pour un peu résumer, je crois que l'Union européenne, pour le Brésil, c'est d'abord vu comme une zone économique dans laquelle les Brésiliens essayent de défendre leur position, leurs intérêts. Quelles sont d'ailleurs les relations économiques sur quels produits, concrètement parlant, quelles sont les relations du Brésil avec l'Europe, de manière générale, c'est d'abord l'exportation de ce qu'il exporte, c'est-à-dire de son soja. Nous sommes très consommateurs du soja brésilien en Europe, en particulier pour nourrir les animaux en Europe. On est très consommateur aussi des produits agricoles brésiliens, que ce soit le café, que ce soit le tabac, que ce soit les agrumes, la viande, bien sûr, qui
qui sont les principales exportations brésiliennes en Europe. Et l'enjeu derrière, c'est évidemment à la fois les négociations entre l'Union européenne et les pays du marché commun du Sud, c'est-à-dire Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay. Et le gros morceau, c'est bien sûr le Brésil. Donc le Brésil, il a à cœur de défendre et d'exporter plus en quelque sorte en Europe, mais pas que. Il a à cœur surtout aussi que les Européens soient en mesure de proposer au Brésil des solutions en fait pour s'industrialiser, plus précisément se réindustrialiser, parce que les Brésiliens sont parfaitement conscients que s'ils sont aujourd'hui une des principales puissances agricoles mondiales, en fait c'est au prix d'une grande désindustrialisation de leur économie, et ce qu'ils veulent c'est numériser, digitaliser leur économie, et c'est surtout des transferts de technologies qui leur permettent chez eux de lancer des disons secteurs productifs au Brésil pour moins dépendre en fait des marchés internationaux. C'est ça qu'ils veulent, un peu comme tout le monde en ce moment d'ailleurs. Donc ils attendent des Européens et des Français là-dessus des propositions qui, si elles ne viennent pas de l'Europe, leur sont faites par les Chinois. Donc on en est là. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que les Brésiliens perçoivent moins que l'Europe, c'est quand même quelque chose qui est polyphonique, qu'il n'y a pas vraiment de lignes européennes sur tel ou tel sujet, et que quand même, pour l'instant, même si on entend chez Emmanuel Macron la volonté d'un peu plus de souveraineté européenne. Là aussi, il faudrait savoir de quoi on parle et si c'est possible. Mais en fait, il voit bien que pour l'instant, l'Union européenne reste quand même dans un périmètre qui ne dépasse pas de celui de s'inscrire comme l'allié des États-Unis in fine en toute chose. Et ça, pour les Brésiliens et Latino-Américains, c'est une limite. C'est-à-dire que eux, ils veulent un monde multipolaire, donc ils veulent un monde où les pôles régionaux jouent de manière plus autonome précisément et pèsent dans les relations. Mais si l'Union européenne, c'est d'être une puissance multipolaire au service, disons, du projet euro-atlantique, ils vont pas cracher dessus, ils vont pas rompre du tout, ils auront de très bonnes relations. Mais ça veut dire que pour eux, ce sera pas, disons, un point d'appui prioritaire pour la multipolarité que eux entendent, c'est-à-dire celle qui permettra aux pays du Sud de prendre plus de pouvoir en fait dans le jeu international. Par rapport à la France, vous m'interrompez si je dis une bêtise, il me semblait qu'on avait une frontière maritime commune importante avec le Brésil en réalité, et c'est un peu l'Arlésienne. Il n'y a toujours pas de projet possible, halieutique, il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là, et alors qu'apparemment il y a beaucoup de possibilités. Alors effectivement, on a des eaux territoriales importantes communes du fait de la Guyane en fait, et comme on a avec le Brésil, maintenant ça commence à se savoir, on a en fait la plus longue frontière que la France a avec un autre pays, c'est avec le Brésil, du fait de la Guyane, il y a plus de 2500 km je crois de frontières entre les deux pays. Alors si, il y a des choses, il y a pas mal de coopération qui existent entre le Brésil et la France sur la gestion de cette frontière, sur la lutte contre l'orpaillage. Il y a pas mal de choses au niveau sécuritaire, j'ai envie de dire, aujourd'hui, surtout entre les deux pays. Et puis si, en fait, ça c'est l'agenda post-COP, post-négociation climat, c'est précisément de renforcer la coopération de la France et du Brésil sur tout ce qui est transition durable, sur l'hydroélectrique, etc. Ça fait partie des choses où il y a une feuille de route franco-brésilienne. Vous venez de parler du climat, c'était dans la campagne de Lula un des grands sujets. Est-ce que aujourd'hui la déforestation en Amazonie, arrêter cette déforestation est réellement possible? Est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que bien sûr c'est nécessaire, mais qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Alors là, il faut qu'on se mette dans la tête des Brésiliens, si je puis dire, pour comprendre le sujet. Il y a un consensus au Brésil qu'on trouvait chez Bolsonaro comme chez Lula d'ailleurs. Le consensus, c'est que l'Amazonie, elle est brésilienne. Ça, c'est quelque chose, quand on est au Brésil, c'est indiscutable. C'est-à-dire, l'Amazonie, ça fait partie de l'identité nationale brésilienne. C'est toute l'histoire du pays, en fait. C'est la conquête de l'espace brésilien, etc. Ça, c'est non négociable pour les Brésiliens, qu'ils soient d'extrême gauche, si je puis dire, jusqu'à l'extrême droite. Donc, l'idée selon laquelle, comme on a pu l'entendre dans la bouche d'Emmanuel Macron il y a quelques années, en 2019, que cela puisse devenir un bien commun de l'humanité est absolument inaudible. Pour les Brésiliens, c'est hors de question. Ça ne veut pas dire que la gestion de cette forêt, les enjeux auxquels elle est liée, ne doivent pas être traités de manière concertée, que les pays environnants, dont la France, puisque avec la Guyane, etc., et qu'il y ait une gestion avec un point important de la communauté internationale, entre guillemets, dans cette affaire-là, à travers les fonds de financement, etc. Oui, ça, il y a possibilité. Chez Lula, c'est oui, oui, oui. Chez Bolsonaro, c'était non, non, non. Mais chez Lula, c'est oui, il n'y a pas de problème pour tout ça.
Mais dans quel esprit? L'esprit, c'est que l'Amazonie reste pour les Brésiliens un capital de développement pour le pays. Et que la problématique du Brésil, c'est son développement. C'est ça le point de départ. Le Brésil part de l'idée qu'il est une puissance globale en matière environnementale. Et il a raison, puisque c'est probablement la plus grande puissance environnementale mondiale, du fait de sa richesse en biodiversité qui ne se résume pas par ailleurs à l'Amazonie. Mais le Brésil concentre dans son territoire une partie clé de la biodiversité mondiale tous azimuts. Bon, il le sait, donc il jouera, et ça renvoie à notre discussion avant sur son rôle au niveau international, il n'y aura pas de solution environnementale comme il n'y aura pas de solution climatique sans le Brésil à l'avenir, au XXIe siècle. C'est pour ça qu'il va se renforcer comme puissance globale sur ces terrains-là, ça c'est très clair, comme sur la question alimentaire. Mais en tout cas, pour les Brésiliens, c'est une question qui est liée au développement du pays. Donc ils ne vont pas, céder sur ce point. Alors Lula, qu'est-ce qu'il dit? Lui, par rapport à la déforestation, son message est clair. C'est zéro déforestation illégale. Tolérance zéro pour la déforestation illégale. Et c'est réglementation de la déforestation légale. Avec des objectifs, avec des seuils, qui peuvent être discutés le cas échéant au niveau international, dans le cas des négociations internationales. Mais ça veut dire aussi qu'il doit y avoir des compensations pour le Brésil, dans leur esprit. Si ils freinent plutôt qu'arrêter, s'ils freinent la déforestation, alors il doit y avoir des compensations en matière de développement pour le Brésil. C'est ça leur idée. Chez Bolsonaro, c'était on déforeste à mort et on prend tout et on fait notre développement en mode, brutal, etc., etc. Chez Lula, c'est on discute, on négocie, mais il faut des compensations. Parce que ce que demande Lula, c'est l'application du principe de la COP, c'est une responsabilité commune mais différenciée. Les pays du Nord, vous avez une responsabilité plus forte dans la gestion de cette affaire, parce que vous avez tout saccagé, grosso modo c'est ça. Ne demandez pas à nous aujourd'hui de régler le problème pour tout le monde. On va participer, mais vous devez faire des chèques. C'est ça que ça veut dire. Et nous permettre justement des technologies, tout un tas de choses qui font quoi? Qui font qu'on n'est plus obligé de déforester. C'est ça la logique. Parce que, rappelons-le aussi, si les Brésiliens déforestent, c'est pour faire quoi? On coupe des arbres dans l'Amazonie pour les transformer en champs où on va faire paître les animaux, qu'on va exporter ensuite en Europe, essentiellement en Chine et aux États-Unis, ou le soja, ou d'autres choses. Enfin, en gros, c'est ça. Mais en fait, on comprend bien que la déforestation elle est directement liée à l'exportation de l'agriculture brésilienne. Et le Brésil, c'est sa fonction dans l'ordre économique international. On lui demande pas d'être la Silicon Valley au Brésil aujourd'hui. On lui demande de faire ça pour l'économie internationale. Et donc, derrière ça, c'est une logique qui dépasse le Brésil, en fait. C'est une logique économique mondiale qui est interrogée avec l'Amazonie, en vérité. Donc, ce que disent les Brésiliens, c'est il faut pas verser des grandes larmes de crocodile à nous dire toute la journée qu'on saccage la forêt. On vous rappelle quand même qu'on la saccage pour vous exporter les bœufs que vous nous demandez, le soja que vous nous demandez. Donc, si on doit changer le système, faisons-le ensemble et accompagnez-nous pour le faire. C'est ça le discours de Lula, et c'est ce qu'il veut. Et c'est pour ça que la question de la réindustrialisation, la montée en gamme de l'économie brésilienne, les transferts de technologie, la numérisation de l'économie brésilienne dans les services, etc., c'est une alternative réelle à ce modèle où les Brésiliens ne font que de l'agro-business, en fait, qu'ils exportent dans le monde entier. Mais il va pas lâcher la corde pour s'accrocher à un fil qui va craquer. C'est ça qu'il va pas faire Lula. Donc il va lâcher à chaque fois si de l'autre côté il a ce qu'il veut. Et ce sera une transition. Ce sera pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Donc c'est ça la stratégie du gouvernement brésilien aujourd'hui et c'est ça qu'il va tenter de négocier dans toutes les enceintes internationales. Gageons, pour pas être trop long, que notons plus exactement que pour l'instant ça part pas très bien, parce que si les Allemands et les Norvégiens sont revenus ou ont accepté de réabonder le fonds Amazonie, etc., quand il était voir Monsieur Biden en février, dont je vous parlais tout à l'heure, Biden a fait une promesse assez dérisoire de 50 millions de dollars pour ce fonds amazonien, alors que c'est censé être le grand sujet de la coopération avec les États-Unis. Et il n'a rien promis d'autre du tout aux Brésiliens, Biden. Par contre, il leur demande beaucoup de solidarité, surtout l'Ukraine, etc. Mais ça explique aussi pourquoi Monsieur Lula va si facilement voir les Chinois après, qui, eux, ont signé 20 accords bilatéraux, envoient leurs ingénieurs, apportent des financements, des technologies qu'ils transfèrent, etc. Les Brésiliens, évidemment, ils sont comme tout le monde. S'ils n'ont pas ce dont ils ont besoin quelque part, ils vont le chercher ailleurs. Et donc, c'est aussi ce qui explique, d'une certaine manière, la centralité croissante de la Chine au Brésil, mais aussi en Amérique latine. Alors justement, l'Amérique latine, quelles sont les relations aujourd'hui, potentielles,
en Amérique du Sud, avec les autres pays de gauche, enfin je sais pas, avec le Venezuela, avec qui ça se passait bien fut un temps, bon, Cuba, le président vient d'être réélu, le Chili, etc. Tous ces pays qui sont passés à gauche à un moment donné, est-ce que c'est un avantage pour Lula et en quoi ça va lui permettre peut-être de pouvoir avancer dans ses projets? Alors traditionnellement, la perception, enfin la vision de Lula au pouvoir au Brésil, c'est d'être la puissance régionale qui bénéficie de ce qu'ils appellent une hégémonie consensuelle, c'est-à-dire d'être le leader en quelque sorte de l'Amérique latine, etc. Alors c'est le cas, mais là aussi, en fait, je pense que ça va être un peu différent, dans le sens où, à mon avis, le Brésil actuellement va moins être présent en Amérique latine qu'il ne le fut dans les années 2000 de manière contradictoire, et être plus présent au niveau directement international, ce dont on a parlé avant, qu'il ne le fut dans les années 2000. Alors à quoi c'est lié? C'est lié au fait que les moyens du Brésil concrets, les moyens financiers, les moyens économiques dont il dispose pour disons, tirer la région latino-américaine sont en fait plus limités qu'ils ne l'étaient. Parce que le Brésil va mal du point de vue économique, les perspectives ne sont pas terribles, les perspectives de croissance sont à 1,3% pour 2023, ce qui est beaucoup moins que ce qui était prévu l'année dernière, et c'est moins que l'année dernière. Bref, comme tous les pays latino-américains, le Brésil souffre d'un régime de croissance bas, d'un grand endettement, de grandes inégalités, de grande pauvreté. C'est 33% des Brésiliens pauvres. Donc en fait, les moyens et les financements brésiliens qui sont limités vont aller prioritairement à la situation nationale. Donc il y aura moins de possibilités de projection, par exemple, pour financer des grandes infrastructures qui permettraient de créer un marché commun, par exemple. Ils ont décidé de réintégrer l'Union des Nations Sud-Américaines dont Bolsonaro était sorti, c'est-à-dire l'accord, enfin le forum sud-américain qui veut justement créer un marché commun et des infrastructures communes, mais ils vont manquer de financement. Par ailleurs, il faut avoir en tête que ce qui a fait très mal au Brésil, c'est l'affaire dite Lava Jato, l'affaire de corruption qui a, disons, égrené, enfin animé la vie politique et qui a participé à toutes les crises qu'on avait vues avant, etc., dans les années 2010, mais aussi qui a abouti au fait qu'aujourd'hui, les entreprises brésiliennes comme Odebrecht, qui est le grand bâtisseur, la BTP, qui était au cœur d'un scandale qui a touché toute l'Amérique latine, aujourd'hui peuvent beaucoup moins travailler en Amérique du Sud que c'était le cas avant, parce qu'aujourd'hui il y a des dossiers qui sont ouverts dans dans la justice de chaque pays, parce que ça rentre sous le coup même des sanctions américaines en matière de corruption, etc. Donc en fait, j'ai envie de dire que le climat et l'environnement, l'écosystème aujourd'hui dans lequel les entreprises brésiliennes pourraient se déployer au niveau sud-américain est beaucoup plus contraint qu'il n'était dans les années 2000. Pour toutes ces raisons, en fait, le Brésil va être là, il va participer, mais à mon avis, il sera moins leader, il aura moins de moyens pour avoir une vraie politique latino-américaine. Et du coup, c'est des choses qui pèsent plus, enfin qui jouent plus, pour qu'il donne priorité à ses relations bilatérales avec le reste de la planète. C'est donc comme ça, à mon avis, que ça va se dessiner dans les années qui viennent. Christophe Fondiora, une dernière question. On va terminer par la politique intérieure. Donc Bolsonaro est revenu. Est-ce que qu'est-ce qui serait une réussite politique pour Lula dans les 4 années? D'abord, est-ce qu'il est possible qu'il réussisse à resserrer les liens entre deux Brésils, quand même, qu'on le veuille ou non? Est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est définitivement cassé et coupé? Est-ce que lui a les moyens, par cette politique à l'international, par peut-être des investissements nouveaux, etc., pour relancer cette économie, est-ce qu'il a les moyens d'aller ressouder ce peuple par cette stratégie? Alors effectivement, on a bien compris qu'une partie de l'agenda international vise à donner au gouvernement brésilien des marges de manœuvre économiques, des apports, des ressources, pour justement faire face à une situation interne qui est très dégradée. Donc on a bien compris ça. Est-ce que ça va suffire? C'est impossible à dire, c'est pas sûr du tout, parce que vraiment la société brésilienne est en mauvais état, elle est fracturée sur le plan politique, les deux Brésils existent toujours, le bolsonarisme n'a pas du tout disparu. On va voir ce que va devenir Bolsonaro, je crois que lui-même ne le sait pas aujourd'hui, il n'a pas de mandat politique, il a plus d'immunité, il a des affaires judiciaires qui vont commencer à se mettre en place, etc. Je crois que lui-même ne sait pas ce qu'il va devenir, est-ce qu'il va pouvoir jouer un rôle comme ça, un peu
d'autorité, disons, ou de point de rencontre de toute la nébuleuse, la mouvance qu'il incarne, je ne sais pas, c'est possible, mais elle existe, cette mouvance. La société est fracturée. D'ailleurs, il n'y a pas d'état de grâce dans l'opinion publique pour Lula au Brésil. C'est marrant de voir la différence justement de tout ce dont on a parlé aujourd'hui sur International et au Brésil. Bon, Lula, les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a un courant important, autour de 35-40% qui le soutiennent. Il y a un gros tiers qui reste assez indifférent, puis il y a un gros tiers qui est contre lui. Ça correspond à peu près à la carte politique du Brésil. Donc il n'y a pas un état de grâce de l'opinion publique, il y a beaucoup de problèmes à régler, il y a peu de marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire? Déjà là, et il a été aidé, j'ai envie de dire, par le bolsonarisme, c'est que l'affaire du 8 janvier, en fait, lui a été très profitable. Parce que justement, elle l'a installé, consolidé comme l'incarnation de la stabilité, de la continuité de l'état de droit au Brésil, et même une grande partie, ou une bonne partie en tout cas, des opposants de droite et d'extrême droite qui étaient bolsonaristes ont fait le choix, non pas d'adhérer au loulisme, mais d'appuyer la légitimité politique qu'il incarne, parce qu'ils ont décidé de ne pas suivre les durs de leur camp. Pour Lula, c'est une grande victoire, parce que ça veut dire que ce qu'il a réussi à faire, c'est remettre en état de fonctionnement, en fait, l'ensemble des institutions brésiliennes, l'État central, mais aussi les États fédérés, etc., etc. Ils vont pouvoir un peu, entre guillemets, nettoyer aussi les polices, etc., qui sont infiltrés. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qu'il va faire. Il y a un État qui fonctionne, en fait. Donc, ça permet de repartir. Bon, ça, c'est un premier point. Est-ce que Lula va être capable de réunir et d'unifier l'ensemble de la population brésilienne? Non, je ne crois pas. Parce que, encore une fois, il y a une partie du Brésil qui ne veut pas de Lula, qui ne veut pas de la gauche brésilienne, qui ne veut pas d'une politique de redistribution sociale, qui ne veut pas d'une politique trop alignée ou trop proche de la Chine. Enfin, on pourrait multiplier comme ça les exemples. Et ce Brésil-là ne va pas disparaître. Et toute la bataille, ça va être en fait la question économique et la question sociale. Plus on va avoir des résultats de Lula dans ces secteurs-là, et plus il pourra consolider son camp et peut-être gagner à lui, toujours pareil, cette partie du centre des classes moyennes brésiliennes, plus les difficultés vont s'amonceler et plus les problèmes socio-économiques vont s'aiguiser, et plus ces mêmes classes moyennes continueront d'aiguiser leur ressentiment, etc., qui est toujours profitable aux forces, disons, conservatrices, voire réactionnaires. Et l'alchimie, elle est permanente, c'est contingent, en quelque sorte. Et bon, voilà, donc Lula est confronté à tout ça. Alors, moi, mon opinion personnelle, c'est que je pense que ça va être très dur pour Lula de changer les structures de la société brésilienne. Je pense pas qu'il pourra le faire. Et donc, je pense que son mandat sera assez modeste en réalité sur la situation intérieure. Si déjà il arrive à ne pas à ce que ça s'empire, et s'il arrive à faire que les Brésiliens pauvres, le gros tiers des Brésiliens pauvres et des dizaines de millions qui ne mangent même pas tous les jours puissent en tout cas ne pas sombrer, si déjà il arrive à faire ça, ce sera pas si mal. Et pour le reste, il faudra qu'il arrive à faire la démonstration qu'au niveau international, il obtienne les objectifs qu'il s'est fixés. Voilà, donc c'est ça, à mon avis, les défis qu'il a devant lui. Christophe Ventura, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Géopolitique de l'Amérique latine aux éditions Erol, sorti l'an dernier.